politique oblige, le ministre Awa Dombello continue ses tournées sur le terrain. Il s'est donc rendu dans la région de Ifou, au centre-est de la Côte d'Ivoire, précisément dans la ville de Daoukro, à environ 240 km d'Abidjan, où il y a eu un échange de travail avec les fédéraux du PPACI. Le fédéral Kouassi Simaoro a fait le point et évoqué les problèmes qu'il rencontre au sein du parti, tels que le financement, la mobilité et le refus de s'afficher de certains partisans par peur d'être identifiés par le pouvoir en place. Le ministre, qui a bien conscience des difficultés que rencontrent les militants sur le terrain, va saluer leur dévouement et aussi rendre un hommage au président Bédié et Toussaint Nguessan Kofi, le jeune homme décapité le 9 novembre 2020 pendant la crise électorale. C'est le lieu de marquer une minute de silence pour ce combattant qui est tombé vraiment d'une manière dramatique. Donc, je souhaite que vous vous levez. Merci. Awa Dombello va rassurer ses camarades de ne plus avoir peur. Puis, il va faire une adresse. L'injustice, l'économie, le chômage, le droit de vote et la liberté d'expression sont entre autres les thèmes abordés dans son message. Donc, le sang de ce jeune homme et le corps de Bédié enterré ici ne doit pas rester, je veux dire, sans donner, je veux dire, des fruits. Et donc, ce fruit-là, c'est que l'opposition, notamment le PPACI, puisse arriver au pouvoir. Comme vous savez, notre pays ne nous appartient pratiquement plus. Et nos terres sont investies par des orpailleurs clandestins, non officiels, qui n'ont aucun document officiel, mais qui se sont emparés de nos terres. Et si nous ne prenons garde et que le pouvoir ne change pas en 2025, eh bien, c'est la totalité du pays qui nous échappera. Et ça, nous devons en prendre conscience. Et donc, 2025 est une année où nous estimons que la victoire du PPACI sera en même temps le retour de la Côte d'Ivoire entre les mains des Ivoiriens. Et que le régime que nous observons aujourd'hui, qui est un régime, je dirais, d'exception, qui ne doit pas perdurer dans le temps, un régime qui, parfois, ne reconnaît même pas de droit aux autres citoyens, bien qu'ivoiriens, mais tout simplement n'appartenant pas au même parti politique que le président de la République. Ceci est déplorable parce que la Côte d'Ivoire ne peut être l'affaire d'un parti politique. La Côte d'Ivoire, c'est l'affaire de tous les Ivoiriens. Nous devons être tous égaux devant l'État de Côte d'Ivoire et devant les services de la Côte d'Ivoire. Or, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des Ivoiriens qui ne doivent pas avoir accès aux services publics. Et donc, la bataille que nous avons engagée, c'est pour ça aussi. Tout dernièrement, nos camarades Justin et Picasse viennent d'être frappés par la justice, y compris l'autre camarade Lago. Et donc nous avons pratiquement 3 camarades qui ont perdu leurs droits politiques, tout simplement parce qu'ils ne sont pas du bon côté de l'appareil politique. Avant ça, il y a eu Dosso, le ministre Dosso, qui a été condamné, et un journaliste, enfin un activiste, un responsable du parti aussi, Gala Kolebi, qui a été condamné, et aujourd'hui ils sont tous en prison. Mais depuis 2010,
Il y a encore des camarades qui sont encore là-bas, jusqu'à aujourd'hui. Comme si eux ils n'étaient plus ivoiriens. Nous pensons que la Côte d'Ivoire ne doit pas être ce que nous voyons aujourd'hui. Voilà pourquoi notre bataille pour la démocratie est une bataille essentielle. Nous avons eu le multipartisme, mais nous n'avons pas encore la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, dans la liberté et dans l'égalité. Nous n'avons pas encore ça. Et nous devons battre pour que la Côte d'Ivoire accède à ce niveau-là. Mais une fois qu'on a accédé à ce niveau, il faut qu'on puisse vivre de nos richesses. La Côte d'Ivoire est un pays qui a tout ce qu'il faut pour que chacun de nous vive à l'aise. Je prends souvent l'exemple des pays arabes. Ils n'ont qu'un seul produit, le pétrole. Nous, on a aussi du pétrole. La différence, c'est que là-bas, quand le pétrole sort du sous-sol, eh bien, si ça vaut 1000 francs, eux, ils ont 900. Et puis, ceux qui sont venus coopérer ont 100 francs. En Côte d'Ivoire, c'est l'inverse. C'est-à-dire, s'il y a 1000 francs qui sortent, nous, on a 100 francs. Et puis, eux, ils ont 900. La conséquence, chez les Arabes, on voit bien le niveau de vie. Aujourd'hui, tout le monde rêve d'aller à Dubaï. Tout le monde veut aller voir Dubaï. Mais c'est les 900 sur les 1000 là qui ont développé Dubaï. S'ils avaient 100 francs au lieu de 900, eh bien, ils allaient être comme nous. Ça veut dire que nous, si on réussit à avoir notre pleine souveraineté sur nos richesses, c'est-à-dire sur notre pétrole, mais aussi sur notre cacao, parce que c'est la même chose. Hein. Donc, quand on se retrouve face à une telle situation, où ceux qui travaillent touchent moins que ceux qui ne travaillent pas, et qui sont là tout simplement pour indiquer là où on doit les vendre, et puis eux, ils empochent près de 5 000, et ceux qui ont travaillé toute l'année, eh bien, n'ont que 1 800. Imaginez un seul instant si la Côte d'Ivoire recevait les 6 000 au lieu de 1 800. Avec pratiquement 2 millions de tonnes par an, c'est-à-dire 2 milliards de kilos, multiplié par 6 000, ça fait 12 000 milliards pour la Côte d'Ivoire, et cela constitue des ressources importantes pour développer notre pays. Et en plus, si nous avons ces 12 000 milliards, nous pouvons créer des usines un peu partout pour transformer sur place le cacao en chocolat. C'est-à-dire multiplier par 10 les 12 000 milliards, c'est-à-dire aller vers les 120 000 milliards. Mais tous nos enfants qui sortaient de l'école allaient avoir au moins la possibilité de travailler et d'avoir de quoi vivre dignement, au lieu d'aller à l'école, sortir et chômer. Donc voilà un peu pourquoi la souveraineté économique est un moyen pour industrialiser la Côte d'Ivoire et donc créer de la richesse à partir de nos matières premières et en même temps créer de l'emploi. Or, quand vous créez de la richesse, eh bien cette richesse-là, il y a une partie qui permet de financer le budget et une partie qui permet de distribuer des revenus et donc de l'emploi. Et même si on s'endettait, on avait les moyens de faire face à ce
endettement-là. Donc voilà pourquoi l'enjeu, c'est vraiment la souveraineté économique et l'industrialisation de la Côte d'Ivoire, à partir de toutes les matières premières que nous avons. Cacao, café, EVA, palmier à huile, coton, anacarde et j'en passe. Donc toutes ces richesses-là vont pour aller alimenter des usines à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et donc vous comprendrez pourquoi nous avons des difficultés pour s'industrialiser. Parce qu'au lieu que ces matières premières aillent alimenter ces usines, si ça alimentait nos usines, là-bas, il allait y avoir beaucoup de chômeurs et beaucoup de pauvres, puisque toute notre richesse allait être entre nos mains et les usines de là-bas n'allaient pas avoir de matières premières. Voilà pourquoi c'est dur. Et voilà ce qui explique pourquoi l'armée française est en Côte d'Ivoire. Elle est venue en Côte d'Ivoire pas parce qu'on avait appelé au secours, mais parce qu'elle est venue s'installer pour prendre nos matières premières. Et le jour où on va vouloir prendre nous-mêmes nos matières premières, vous comprendrez que c'est une déclaration pratiquement de guerre. Et c'est ce que nous avons vécu en 2002. Mais en 2002, le monde était unipolaire. Il y avait les États-Unis, il y avait l'Occident et il n'y avait personne d'autre. Donc devant ce mur-là, on était vraiment seul face à ce mur mondial et ce mur sous-régional parce que toute l'Afrique de l'Ouest et le monde entier étaient ligués contre nous. On était seuls contre tous. Mais on a résisté quand même pendant 8 ans. Mais qu'est-ce qu'on peut face aux chars et aux fusils de l'une des plus grandes puissances militaires du monde? On a été vaincu et on est tombé. Mais nos idées ne sont pas tombées. Parce que ces idées-là, c'est celles-là qui ont germé en Centrafrique, qui ont germé au Niger, qui ont germé au Mali, qui ont germé au Burkina Faso et qui viennent de germer au Sénégal et qui continuent au Tchad. Et donc, on est tombé, mais nos idées n'ont fait que grandir dans la conscience de tous les Africains. Et on est tombé, mais aujourd'hui, la Chine est devenue l'une des plus grandes puissances du monde, pratiquement avec les mêmes idées. On est tombé, mais la Russie est aujourd'hui devenue l'une des plus grandes puissances du monde avec les mêmes idées. Donc on est tombé, mais on n'est plus seul. Et donc on doit se relever pour 2025. Hier, on était seul. Aujourd'hui, on n'est plus seul. Donc, nous pouvons gagner. Non seulement nous pouvons gagner les élections, mais nous pouvons gagner le résultat des élections. Après son discours, les partisans ont eu à poser quelques questions sur la non-inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, la coalition avec les autres partis politiques et de la crédibilité de la CEI et si le PPACI envisagerait un plan B. Le camarade président a lancé un appel à toute l'opposition. Eh bien, cet appel-là a été lancé en connaissance des causes, parce que nous savons que unis, nous sommes invincibles, mais divisés, nous sommes vulnérables. Voilà pourquoi cet appel a été lancé. Et dans la phase actuelle, des contacts ont été noués avec, je dirais, une trentaine de partis politiques.
Et donc, progressivement, nous allons mettre en place un dispositif qui puisse permettre d'ouvrir le dialogue entre les militants de l'opposition, entre les responsables de l'opposition. C'est à partir de ce dialogue-là que tous les problèmes vont être posés, des stratégies vont être discutées et des choix consensuels vont être effectués pour les élections de 2025. Et donc, comme chacun est conscient de la situation et que chacun est convaincu que la priorité, c'est vraiment dégager le pouvoir en place, eh bien, nous pensons que nous serons chacun raison gardée et dépasser nos égos pour que nous ayons une conscience de l'intérêt national. C'est-à-dire que on avait un accord avec le PDCI dans le cadre de la lutte pour créer les conditions d'élection justes et transparentes. Ces accords-là, eh bien, pendant les élections locales, avaient évolué sans qu'on en ait discuté véritablement. Mais bon, on a pu, compte tenu du fait qu'on dialoguait déjà et qu'on était proches l'un de l'autre, on a pu trouver localement des alliances pour aller aux élections municipales. Et donc, le cadre que nous allons mettre en place pour dialoguer avec tous les partis politiques, eh bien, c'est dans ce cadre-là que nous allons examiner en même temps la bataille pour des élections transparentes et inclusives et en même temps la stratégie pour aller aux élections. Et donc, pour le moment, on ne peut pas dire qu'on a vraiment un accord parce que le PDCI, entre-temps, a changé de responsable et que pour le moment, il n'y a pas encore eu un rapprochement pour soit renouveler l'accord, l'amender ou faire évoluer cet accord-là. Mais l'esprit de dialogue qui a présidé les deux parties, eh bien, doit être conservé pour qu'on puisse aller vers un nouvel accord, non plus uniquement avec le PDCI, mais avec toute la classe de l'opposition. Laurent Gbagbo n'a pas envisagé de plan B. Ben, nous sommes un parti responsable. Eh bien, si cette situation que nous ne souhaitons pas du tout se produit, eh bien, nous avons une direction du parti qui va examiner, mais aussi nous avons des militants qui vont aussi exprimer leurs souhaits pour que nous puissions voir comment gérer les élections de 2025. Donc, je dirais, pour le moment, la convention n'ayant pas prévu, eh bien, ça revient à la direction et aux militants d'envisager comment aborder les élections de 2025 au cas où le nom de Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Mais nous ne l'avons pas envisagé. Pourquoi? Parce qu'on voulait que toutes les forces soient concentrées sur la victoire de cette bataille qui allait permettre d'inscrire le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, pour ne pas qu'on puisse disperser les forces. Mais aussi, nous connaissons ce régime, comment il se comporte dès lors qu'il y a des candidats qui se dégagent, soit des sanctions, soit la justice, soit des pots de banane, etc. etc. Donc, par prudence, il était important de ne pas envisager le plan, mais de s'organiser pour que le plan A puisse triompher. Maintenant, si ça ne triomphe pas, on est un parti responsable. On va prendre nos responsabilités. Suite à la réponse du ministre, les partisans ont donné leur point de vue sur diverses questions. Et vraiment, l'arrivée du ministre Don Melo, ça nous a fait du bien, c'est ce qu'on dit. Parce qu'on a besoin de ce genre
personnes pour éclairer nos lanternes dans la difficulté électorale aussi. Et puis nous montrer aussi la voie à suivre par rapport aux élections présidentielles de 2025. Et vraiment, il a bien établi les plans, beaucoup de choses qui nous concernent aussi. Et merci beaucoup pour son arrivée ici. Nous souhaiterons que le nom du président Gbagbo soit remis sur la liste avec que la victoire soit totale. J'aimerais que les élections se passent dans de bonnes conditions et que le pays aille de l'avant parce que les enfants sont à l'école. J'espère, je crois, je suis sûr que son nom sera sur la liste électorale parce que c'est notre président que nous voulons. C'est avec lui que nous voulons continuer la lutte, que le pays soit stable parce qu'il sera vraiment le président.